Oui, alors donc la quatrième table ronde intitulée La Grande Rupture, l'Occident et le Sud global. Nous avons évidemment mis l'expression Sud global entre guillemets. Et ça fait partie de nos discussions. Cette expression qui est de plus en plus employée, non seulement par les médias, mais par plusieurs dirigeants politiques, en particulier le président chinois, il y a maintenant 3 semaines à Pékin lors du Forum de coopération Afrique-Chine. Ça fait un peu écho au discours du patriarche Kirill à Saint-Pétersbourg, hein, c'est-à-dire Sud global, nous ne sommes pas des colonisateurs, égalité des droits, etc. etc. Hein. Donc on peut considérer que le Sud global, ça n'existe pas dans la réalité, ça n'a pas la cohérence du tiers-monde d'Alfred Sauvy qui rassemblait des pays qui avaient en commun un faible niveau de développement et une croissance démographique très forte. On n'est plus du tout dans cette situation-là. Ça n'existe pas comme réalité constituée. Le Brésil impose des droits de douane sur l'acier chinois, etc., etc. On parle de l'Inde et de la Chine, mais ça existe comme représentation du monde. Ça existe comme représentation du monde. C'est un discours. Donc ça doit être plus sérieux, mais j'insiste vraiment sur la distinction, si vous voulez, entre des réalités mesurables et le fait que, moi je considère, j'ai fait tout un papier là-dessus, c'est une espèce de machine de guerre anti-occidentale, ce concept-là. Et ça masque évidemment toutes les contradictions internes à tous les pays qui ne se retrouvent pas d'ailleurs. Presque personne n'emploie ce terme, on l'emploie surtout à Pékin. Hein. Et d'ailleurs, c'est dans la vieille tradition, j'ai retrouvé des concepts équivalents dans les premières déclarations de Zhou Enlai à la conférence de Bandung en 1955. Il y a une espèce de continuité de la politique extérieure de la Chine qui consiste, si vous voulez, à faire partir les Occidentaux de la future zone d'influence de la Chine en Asie de l'Est, en Indo-Pacifique, etc., etc. Donc il y a une vraie continuité chinoise. C'est un espace d'investissement pour la Chine, évidemment. Mais comme toutes les représentations géopolitiques, toutes les icônes, une iconographie, moi j'appelle les cartes mentales, Georges iconographie, ça peut avoir un effet redoutable. Hein, donc et il faut regretter évidemment la paresse de la plupart des journalistes, je vous mets à part, qui emploient ce terme-là en oubliant les guillemets, si vous voulez, comme si ça existait. Hein, donc je considère que c'est une machine de guerre anti-occidentale. Il y a quelques semaines, le ministre Lavrov était à Vientiane au Laos dans une réunion de l'ASEAN et a parlé de la mise en place d'une architecture euro-asiatique de sécurité. On se demande ce que les Russes viennent faire au Laos. Hein, et de la nécessité d'éliminer les forces extra-régionales. Les forces extra-régionales, c'est nous. La Russie n'est pas une force extra-régionale au Vientiane, comme tout le monde le sait. Vous voyez, donc là, on est sur un sujet qui est délicat. Et c'est pour ça que nous avons constitué cette table ronde avec des spécialistes qui sont capables de travailler dans la finesse et dans la subtilité, à commencer par notre ami Nikophoros Diamandouros, aujourd'hui membre de l'Académie d'Athènes. Mais enfin, ce beau titre est plus un couronnement de carrière, et ça ne dit pas tout de tout votre parcours. Vous avez la parole. Merci beaucoup.
Je commence avec une clarification parce que je me demande, et j'ai posé la question à Georges, pourquoi vous invitez une personne avec mon type de background pour un tel type de... Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il insiste que vous deux avez raison, il faudrait le faire. Alors c'est l'autorité, non pas la vérité. D'accord, allez. Non, j'ai dit que, évidemment, une personne, un politologue, un historien, n'est pas nécessairement une personne qui a des connaissances profondes ou suffisamment profondes pour adresser des questions de géopolitique qui vous intéressent. Mais en tout cas, malgré ça, je suis énormément reconnaissant de votre invitation et je voudrais vous adresser, vous deux, mes remerciements et remerciements pour cela. Puis, je voudrais aussi ajouter, vous m'entendez, n'est-ce pas? Ça va. Bon. Je voudrais aussi ajouter que l'Occident, évidemment, c'est un terme qui inclut trop de choses et peut-être n'explique pas beaucoup de choses, parce qu'il n'existe qu'un seul Occident, actuellement pour sûr. Et c'est pour ça que je voudrais un peu parler sur cela, mais en tout cas, je vais me cibler sur 3 axes avec ma présentation. Et je dois aussi ajouter que, comme est évident, le français est ma 4e langue. Donc, j'ai un peu de problème. Donc, les 3 axes qui m'intéressent, que je propose à vous présenter, qui concernent la grande rupture, ou en plus, disons, le conflit entre le Sud global et l'Occident. Je voudrais l'examiner dans le sein de 3 axes. La condition globale de la démocratie en général et surtout dans le Sud, dans le Nord, dans l'Occident. Les évolutions démographiques qui évidemment ont beaucoup d'impact sur des questions géopolitiques et finalement, chose complètement liée avec ça, les évolutions sur la question du climat et l'évolution du climat et la crise que je crois nous pose la question du climat. Je commence par la démocratie, plutôt parce que c'est une chose que je viens de étudier, écrire sur cela pour une 40aine d'années. Alors je crois que je connais assez de choses sur cela. Et je constate que nous sommes actuellement à un moment où la confiance ou la démocratie est en train d'être en crise dans l'Occident. Je considère l'année vers 2006, c'était l'année où la croissance des démocraties à l'échelle mondiale, qui était caractérisée comme la 3e vague de démocratie qui a commencé dans les années 70, arrive à un point qui ne dépasse pas au-delà de ça. Donc 2006 c'est pour moi la base pour des comparaisons que je vais vous présenter. Et après 2006, nous avons un glissement. Moi, je ne parle pas d'une crise, je parle d'un glissement à l'inverse, qui n'a pas une dynamique telle que pourrait aboutir à une crise profonde,
mais pour sûr, c'est une situation qui doit être très bien étudiée et comprise afin qu'on puisse éviter la crise la plus profonde. Peut-être la chose la plus étonnante et importante, c'est que quand on considère les pays, même de l'Occident, qui partagent des problèmes de la démocratie, la conclusion la plus profonde, c'est qu'évidemment, un des pays qui était un modèle de la démocratie pendant des décennies, maintenant vient d'être inclus dans les pays problématiques, disons, et surtout maintenant avec l'année des élections qui s'approche au mois de novembre, où les Américains et ceux parmi nous qui suivent les évolutions en Amérique suivent avec beaucoup d'angoisse en ce qui me concerne, c'est quel sera le résultat. Et on espère que M. Trump ne sera pas le prochain président. Donc, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais me cibler sur à l'intérieur de l'argument de la démocratie. Je trouve que si on essaye de déterminer quelles sont les racines plus profondes de cette déception vers la démocratie dans l'Occident, je crois que on doit parler de la crise de la vertu civique. Ce n'est pas une question de capitalisme. Ce n'est pas uniquement un problème de capitalisme. Évidemment, on peut faire des liens, ça je ne vais pas le développer. Et c'est plutôt un manque de confiance envers les institutions démocratiques et envers même la démocratie elle-même. Et je trouve qu'à la fin, cette question, disons, diminution de l'importance d'une mentalité, une éthique civique est énormément important aux États-Unis, mais dans l'Occident généralement. Avec l'Occident, ça devient difficile parce qu'on peut parler de beaucoup de variations sur les thèmes, mais en tout cas, sur les grandes démocraties de l'Occident, on voit ça, on voit l'augmentation des pays, des partis politiques de l'extrême droite, qui évidemment ne démontrent pas ce que je pourrais décrire en tant que politologue comme une vertu civique. Il n'y a pas beaucoup de vertu civique, ce que je vois, disons, en Allemagne de l'Est, avec ces dernières élections, mais même en Suède, où nous avons des évolutions troublantes. Pas nécessaire de commenter sur la situation en France, mais ça vous donne l'idée que ce que j'insiste, c'est une question d'un manque ou une diminution radicale, très importante, de l'esprit civique. Entre parenthèses, pour les non-grecs, nous n'avons pas un terme en grec pour le terme civique. Et nous traduisons ça en tant que politique. Donc nous parlons de l'aviation politique, quand nous voulons parler de l'aviation non militaire.
Et ça, je trouve, c'est au point de vue grec, important, un manquement conceptuel très important. Par contre, l'existence d'une forte tradition civique dans les pays qui l'ont avancé et pratiqué démontre l'importance de ce concept. Je ne vais pas le développer. Disons que le professeur de sciences politiques au Harvard, le nom pour le moment, qui a parlé sur il parlait de capital social, et il a aussi introduit l'idée que le terme capital social inclut la question d'un capital moral ou éthique qui permet soit d'unir les gens, les citoyens, soit aussi au-delà de les unir, de maintenir l'appartenance à la tradition civique. Merci. J'essaie de me rappeler du nom. Mais, donc, la question de la vertu civique faisait partie des grands débats pendant les discussions pour l'adoption de la Constitution américaine au XVIIIe siècle, surtout entre Adams et Franklin. Il y avait beaucoup d'échanges. L'un des deux, c'était Adams, qui doutait si la population américaine de cette époque avait assez de confiance et adhérait plutôt à la question, à la notion d'un esprit civique. Et par contre, Franklin disait que la possibilité d'évoluer vers une situation où la société pourrait... Putnam, yes. Putnam, c'est le nom de professeur américain qui a créé la notion du capital social, où, évidemment, on trouve des questions de vertu civique. Il y a plusieurs bouquins, plusieurs auteurs qui ont développé ça. Il y a surtout un livre qui s'appelle Culture civique, Civic Culture, qui a beaucoup influencé les analyses, surtout des politologues, mais aussi des sociologues. Donc, la première constatation, c'est que la grande rupture implique aussi la diminution importante de la vertu civique dans le monde occidental et par conséquent la capacité de démontrer au-delà des frontières de l'Occident l'importance de la démocratie en tant que système préféré, etc., a aussi souffert et continue à souffrir. Je ne partage pas la position de plusieurs de mes collègues politologues que le problème de tout cela, c'est que c'est le populisme. Le populisme fait partie d'une démocratie. Je fais une distinction importante entre
démocratie et démocratie libérale. Et je vous dis que moi, quand je parle de la démocratie, je parle de la démocratie libérale qui, évidemment, demande, exige l'existence des institutions fortes qui puissent développer et promouvoir de nouveau la vertu civique dont nous parlons. Donc, le populisme peut exister avec la démocratie. Et une définition, disons, minimale de la démocratie demande uniquement qu'il y ait des élections qui sont question terminologique, fair. Je n'arrive pas à traduire fair en français. Libre et honnête. Libre et honnête. Libre et honnête, c'est comment rendre ça. Voilà. Alors, le livre j'avais, je voulais. Merci. Alors, la définition d'une démocratie demande qu'il y ait aussi des élections libres et honnêtes. Mais pas beaucoup d'autres choses au-delà de ça. Okay. Tandis qu'une démocratie libérale exige beaucoup de choses en plus, parce qu'on demande la garantie des droits de l'homme, la garantie des droits de l'état de droit, en tant que trois grands piliers d'une démocratie libérale. Et ça souffre actuellement dans le Sud global, à cause du fait aussi que l'effet de démonstration de l'Occident est faible. Second axe. Je suis prêt à développer s'il y a des questions, mais en tout cas, je ne vais pas prendre trop de temps. Les tendances démographiques. Le Sud global souhaite fortement d'entrer dans l'Occident. Nous sommes dans un pays qui est la victime, si vous voulez, mais moi je ne partage pas absolument cette tendance. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller en principe en Allemagne, mais dans le monde occidental, pour qui la Grèce est l'entrée principale, ou une des entrées principales. Parmi mes compatriotes, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'immigration. Je note, au point de vue historique, que la Grèce, la langue grecque, ne fait pas la distinction entre l'émigration et immigration. Drôle de chose, mais en tout cas, jusqu'à 1989, la Grèce était presque complètement une société des émigrants. Il n'y avait pas des immigrants. Pour toute la vie moderne de la société grecque, les Grecs partaient en tant qu'émigrants, soit pour les États-Unis, soit pour le Canada, soit pour l'Australie, et aussi en Europe pendant les années 50 et 60, l'Allemagne. Donc, le Sud global, dans le moment actuel, il y a une très forte tendance à vouloir se déplacer vers l'Occident. Et là, malheureusement, la réponse, parce que j'ai noté que le titre de notre session, c'est « Appliquer
et pas théorique. Donc là, évidemment, il y a des réactions diverses. Peut-être en 2015, Madame Merkel a marqué le point extrême, disons, de la tendance positive vers l'immigration. Mais actuellement, malheureusement, nous sommes à un autre point où il y a beaucoup de réticences dans des pays qui sont très avancés, y inclut malheureusement la France et l'Allemagne, très, très récemment. Je crois que ça va continuer, et je lis ça avec mon troisième point, avec le climat. Le climat va aussi être un problème profond pour l'Occident. J'ai prié à Georges de me donner la traduction du terme désertification. En Grèce, en tout cas, qui est la Méditerranée, on commence, ceux parmi nous qui continuent à penser sur l'existence d'un problème très grave, nous partageons l'angoisse dans l'avenir pas très lointain, la Grèce du Sud, y inclut le Péloponnèse et la Crète, vont subir une tendance de désertification. Il y a l'expansion de déserts plutôt, qui va influencer énormément les populations des îles aussi, qui sont liées au tourisme, qui sont liées à une conception très spécifique de la Grèce, dont le modèle touriste est basé sur un calendrier de 6 mois et de la mer, le soleil et l'amour pour les touristes. Mais ça, c'est grave. Si on commence à voir tel phénomène, ça va à exacerber le problème que nous avons maintenant. J'ajoute, pour la grande rupture du titre ici, il ne faut pas aussi oublier que au niveau démographique, le monde occidental, je réfléchis, je ne crois pas qu'il y a de grandes exceptions, est en une baisse démographique. Pour sûr, en Europe, on connaît très bien qu'il y a une baisse de la population qu'on peut projeter dans l'avenir. Mais ce n'est pas question uniquement de l'Europe, malgré le fait que les États-Unis continuent à recevoir un grand nombre des immigrants par an. Donc s'il y a une détérioration du climat qui force de grand nombre d'essayer de partir pour l'Occident, si l'Occident continue à avoir besoin d'une main-d'œuvre qui lui manque à cause du fait que la population est en train de diminuer, il y a là une très grande tension, et je reviens ici à la question de tension. Une telle situation a des conséquences aussi assez profondes à long terme pour la démocratie. On ne peut pas dire très facilement que la démocratie peut exister sans prendre en compte les conditions
sociale et économique d'une société. Et nous connaissons assez bien, surtout sur la base des études du célèbre sociologue américain Lipset, qu'il y a un lien très, très fort entre la performance économique, la stabilité, la légitimité et la performance positive d'une démocratie. Donc voilà les trois axes dont je voudrais partager avec vous. J'ai oublié de mentionner au commencement mes remerciements à vous et à Georges pour l'invitation. Et je suis prêt à répondre s'il y a des questions. Merci beaucoup. Oui. C'est plutôt à nous de vous remercier pour ces réflexions extrêmement profondes et notamment ces articulations-là que vous faites. Mais je propose plutôt qu'on garde nos questions, nos commentaires pour la fin de la première partie de la table ronde. Et je propose de donner la parole à Mario Pezzini. Vous avez dans le programme conseiller spécial à l'UNESCO, mais surtout un long passé de directeur du Centre de développement de l'Organisation pour la coopération et le développement en Europe, qui est une structure héritière du plan Marshall, de transformation de l'Europe après-guerre, et qui a joué un rôle normatif et qui continue d'ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'énergie, qui joue un rôle normatif extrêmement important en fixant des comparaisons, des termes de référence, un certain nombre de principes et d'avancées. Donc Mario, vous avez la parole. Merci beaucoup, Georges et Michel, pour l'invitation et vous tous pour la discussion. Permettez-moi d'introduire sans faire d'introduction et vous parler tout de suite d'une série de surprises. Parce que, comme Michel nous invite, considérons le Sud global comme une perception par l'instant. Alors, les trois surprises, de qui j'avais déjà discuté en passé avec trois des présentes au moins, commencent tout de suite après l'invasion de l'Ukraine. Quant aux Nations Unies, il y a une déclaration, une demande de vote général, et 143 pays ne votent pas la déclaration. Soit parce qu'ils sont contre, soit parce qu'ils s'abstiennent, soit parce qu'ils ne sont pas dans la salle. Et à ce moment, beaucoup de pays, disons, occidentaux, ils sont extrêmement surpris parce qu'ils s'attendaient que tout le monde aurait suivi et ils ont tourné leur visage et personne ne les suivait. La chose se répète un mois plus tard, quand les votations sont refaites sur une autre question. Toujours sont les États-Unis qui proposent la votation et le résultat est à peu près le même. Donc ce n'était pas une erreur, ce n'était pas quelqu'un qui était allé prendre le café ou à la toilette. Ça, c'est le résultat du vote. La chose était en quelque sorte anticipée au niveau européen et africain. Quelques semaines avant, à Bruxelles, s'était tenu le sommet Union européenne-Union africaine. Un sommet qui était tenu régulièrement dans le passé, mais il y avait eu la Covid, donc avait été suspendu. Et le précédent, à Abidjan, en 2017, ne s'était pas passé très bien. Or, à Bruxelles, par contre, les choses vont assez bien. Macron est président de l'Union européenne, Macky Sall est président de l'Union africaine à ce moment, il se connaît. Et les choses sont aussi bien organisées, il y a des groupes de discussion et tout ça, et à la fin, il faut faire une déclaration, comme il est habituel. Et dans la déclaration, les Européens, ils proposent d'écrire « Nouvelle alliance Union européenne, Union africaine ». Et les Africains, ils répondent « Non ». Et ils disent « Si vous voulez, vous pouvez à la limite écrire « Nouveau partenariat » entre Europe et Afrique, et à condition qu'il soit inclusif. Vous ne venez pas nous dire si le Cuba africain il doit y être ou non, et il faut qu'il ne soit pas exclusif. Vous ne pouvez pas prétendre que nous, après, on ne parle pas avec
les Chinois ou les Américains ou les Martiens parce qu'on a fait un accord avec vous. C'est assez impressionnant. Donc, il y avait déjà quelques signes que les choses s'agitaient. La chose continue dans le temps et récemment, comme il nous a été raconté, pour les Jeux olympiques, par exemple, quand il s'agissait de demander la trêve traditionnelle pour les Jeux olympiques, donc on parle de novembre 2023, si je ne me trompe pas, voilà, à nouveau, beaucoup de pays ne votent pas la déclaration sur la trêve. Donc, voilà une série de surprises. Or, on peut se demander comment le groupe des pays du Sud s'est constitué, mais je pense que c'est, comme il suggère Michel, très intéressant de se poser la question pourquoi nous, on s'est étonnés. Réfléchir sur nous, il nous donne toute la légitimité du monde. Donc, pourquoi nous, on n'a pas vu venir tout ça? Pourquoi nous, on avait des hypothèses différentes? Quelles sont ces hypothèses? Allons travailler sur notre modèle conceptuel afin de l'ajuster au moins. Alors, probablement, on pourra identifier tous une série des hypothèses. Moi, j'en propose ici au moins 3 ou 4. La première est l'idée qu'il y avait une hégémonie de l'économie et de la pensée économique occidentale, et comme tel, les pays du Sud devraient suivre et en quelque sorte demander l'acceptation des pays occidentaux. La deuxième est l'idée qu'il y aurait dans le monde des démocraties d'un côté et des pays autoritaires, donc la redécouverte d'un bipolarisme en quelque sorte type guerre froide que les États-Unis ont promu à plusieurs reprises. J'appelle simplement l'idée des États-Unis de faire par exemple une conférence des démocraties et autres événements de cette nature, avec tous les problèmes qui ont déjà été identifiés. La troisième, l'idée que le pouvoir, c'est une quantité fixe, c'est un jeu à somme zéro, et si quelqu'un est en train de gagner une partie de ce pouvoir, autres sont en train de le perdre. Et donc, le thème du conflit vis-à-vis des alliances, et finalement, le rôle des religions que vous avez déjà traité, donc que je ne fais que mentionner. Aussi, la partie sur la démocratie a déjà été traitée, et de façon assez claire. Aujourd'hui, c'est où le bord entre les démocraties et les non-démocraties? Les États-Unis, l'exemple de la démocratie, du drapeau démocratique, aujourd'hui, pour beaucoup d'aspects, partage les conditions des pays qu'on mettrait tranquillement dans le groupe des autoritaires. Beaucoup de pays démocratiques ont des relations extrêmement denses avec des pays non démocratiques. Donc, définir un board à la façon de Occam entre les deux, c'est très, très dur et difficile. Donc, je me concentre surtout sur 2 aspects. Le premier est l'idée d'une hégémonie de l'économie et de la pensée économique occidentale, comme quoi les autres ils devaient simplement nous suivre, et l'idée du pouvoir comme quantité déterminée et jeu à somme zéro. Alors, permettez de commencer sur la question du pouvoir, et je le fais en tant qu'économiste, je pense être l'unique, et je m'excuse des limites de cette discipline. Mais je voudrais dire que ce n'est pas aussi hors-jeu la mention de la pensée économique dans ce débat. Pourquoi? Eh bien, parce que, en vérité, je pense qu'Adam Smith, qui était un philosophe moral, n'était pas un économiste, il se questionne, il construit sa vision qui après a été développée, et je dirais comment, à mon avis mal, à partir d'une considération qui était en vérité une considération politique. Saint Augustin nous avait expliqué que pour éviter la guerre, il fallait maîtriser les passions, et qu'en particulier la passion pour l'honneur était particulièrement importante et utile, mais cette solution n'avait pas marché. Donc Adam Smith, il se questionne, comme Montesquieu d'autre part, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Eh bien, l'idée est de dire, si on convainc les gens que ce qui compte, ce n'est pas leur passion, l'amour, le transport et tout ça, mais plutôt le calcul, donc une certaine distance par rapport aux choix et aux faits, peut-être on pourra arriver à une situation plus facile à maîtriser et à éviter les guerres.
Donc Adam Smith, contrairement à tous ceux qu'on a racontés dans les dernières 40 ans d'hégémonie néolibérale, n'est pas quelqu'un qui pense que l'être humain, c'est un homo economicus qui pense seulement à son intérêt individuellement et afin d'en tirer un avantage. Il pense que c'est mieux convaincre les gens de ça comme une espèce de tactique afin d'éviter les passions qui sont à l'intérieur des êtres humains. Or, c'est quoi le problème? Le problème est que, justement, sur la base de ce raisonnement, on a essayé de limiter la puissance du souverain, le pouvoir dur et répressif, en créant donc un système dans lequel il y avait des échanges et tout ça. Mais ce système n'a pas marché. A recréé des tensions, a recréé des conflits et a recréé des autorités. Aujourd'hui, on se trouve confronté donc à l'idée que cette rigidité typique de l'économiste, l'homo economicus, n'existe pas et il faut repenser le paradigme. Réfléchissons à comment, dans notre vision du monde, on est resté ancré à une hypothèse tactique du XVIIIe siècle, alors qu'entre-temps, on a eu la psychologie, la psychanalyse, le développement, en quelque sorte, des réflexions et des compréhensions, les neurosciences, sur le cerveau et comment est-ce qu'il fonctionne. Nous, on est resté bloqués là. Je pense que beaucoup des discussions qu'on est en train de faire aussi sur la religion évoquent la limitation de cette façon de penser, de cette logique philosophique. Mais surtout, en quelque sorte, on rentre toujours dans l'idée que les intérêts sont donnés, sont une quantité qu'on peut facilement vérifier et qui plus a comporte une réduction pour les autres. Donc un jeu à somme zéro. Est-il comme ça? Est-ce qu'on n'a pas une autre dimension dans les relations qu'une dimension de coopération, d'alliance, de définition d'intérêts communs et de redéfinition d'intérêts communs qui n'est pas substitutive, existe en même temps que le jeu à somme zéro. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est typique de la pensée économique que quand le commerce marche, par exemple, tout le monde va gagner, en proportions différentes, mais tout le monde va gagner. Ce n'est pas un jeu à somme zéro. Les choses ne sont pas faites. C'est typique de qui pense le développement de penser qu'il peut y avoir émancipation. Ce qui veut dire que les acteurs qui sont exclus aujourd'hui du jeu, ils feront partie du jeu. Et c'est évident qu'on a eu des saisons, je pense aux années 50 par exemple, quand l'économie du développement s'est développée, le Fonds Marshall, dans lequel on a pensé qu'en coopérant, on pouvait obtenir des résultats tous ensemble, qui étaient meilleurs de la situation précédente. Aujourd'hui, on est confronté au problème du climat et des biens publics globaux. À nouveau, probablement, il y a du terrain pour les alliances qui ne peut pas être interprétée si on rentre seulement dans une logique à somme zéro. Comme on a été invité, et donc, cela, ça pose des questions qui rappellent, comme nous a invité à faire Michel, la discussion de ce matin, géopolitique et droit international. Je vous dirai pourquoi, et je passe au côté pratique. Alors, ce matin, on a discuté beaucoup des valeurs, des principes généraux qui concernent la coexistence, l'être humain et tout ça. J'ai l'impression que beaucoup de normes internationales qui ont généré les réactions qu'on connaît aujourd'hui sont bien sûr venues des discussions sur les droits humains, les droits à la religion, aux valeurs. Mais il y a une partie très importante de ces normes et de ces règles qui sont visées par le, soi-disant, Sud global, qui ne viennent pas tant de la discussion sur les valeurs et les principes. On en a discuté hier. Le Commodore Perry, qui s'est mis en face du Japon avec les canons des armées, des bateaux américains, et qui a dit, soit vous ouvrez votre commerce international, soit nous, on vous bombarde. Il n'était pas là à porter des valeurs, il était là à porter du commerce.
La guerre de l'opium, qui a le même objectif de mettre en genoux la Chine, qui à l'époque était la première économie mondiale. Maintenant, les États-Unis ne veulent pas qu'elle le soit à nouveau, mais elle l'a déjà été. Elle n'était pas fait la guerre de l'opium pour une question de valeur. Elle était fait pour ouvrir les barrières commerciales. La conditionnalité du Washington Consensus n'était pas une question de religion, était une question d'intérêt économique et des règles précises sur comment est-ce qu'il faut gérer l'économie d'un pays. D'où vient tout ça? Il vient d'une idée, d'un obstacle aujourd'hui à notre perception du changement, qui était la vision que nous, on avait des relations avec les pays en développement. Nous, on pensait que les pays en développement étaient arriérés à cause du fait qu'ils avaient une série d'institutions et de comportements à l'intérieur de ces pays, de qui ils étaient les seuls responsables, et qui ne pouvaient pas se développer parce qu'ils ne faisaient pas les comptes avec leurs conditions arriérées. Donc, on avait une sorte de croyance téléologique qu'une fois libérés de ce poids, ils se seraient développés exactement comme nous. Ils seraient convergés, comme notre amiral il nous rappelait ce matin. Or, heureusement, ces obstacles au développement pouvaient bénéficier d'un Prométhée qui était en condition de porter le feu. Et le Prométhée, c'était les pays occidentaux qui, ayant déjà fait le développement, la révolution industrielle, ils savaient comment faire pour se développer et ils pouvaient donc distiller et exporter leurs standards et leurs règles du jeu. Il ne faut pas s'inquiéter, venez nous voir. On vous dira ce qu'il faut faire et comment. J'ai simplifié cette philosophie parce que, par exemple, il n'y avait pas seulement cette vision, il y avait aussi l'idée qu'on pouvait donner des aides. Et on a donné des aides. Le Fonds Marshall, c'était la première forme, mais il y en a eu autres. Donc voilà le mécanisme. Or, ce mécanisme, ce Prométhée qui porte le feu, en vérité, n'a pas marché. Et permettez-moi de faire un exemple, parce que je voudrais vous signaler un livre qui va sortir le 7 octobre de Georges sur l'OCDE. Et comme je connais de l'intérieur, Michel a eu l'amabilité de le rappeler, cette organisation, je voudrais raisonner un petit peu sur cet exemple. Pourquoi l'OCDE? Ça, pas simplement parce que nous deux, on y a travaillé, hein, aussi parce que l'OCDE est en quelque sorte l'organisme qui, en réfléchissant avant cette conférence, c'est le plus près à ce qu'on appelle l'Occident. Il inclut l'Europe, les États-Unis, le Canada, il inclut le Japon, la Corée du Sud et quelques autres pays, mais que je considère un petit peu comme les French fries autour de l'hamburger. Et on va en parler dans un instant. Alors, l'OCDE naît pour donner le fonds Marshall. Mais il le fait d'une façon intéressante. Il ne va pas créer une administration comme la Banque mondiale qui dit aux pays quoi faire et tout ça. Il le fait en disant, créons des comités dans lesquels tous les 6 mois, les directeurs généraux ou les ministres des pays concernés par le fonds Marshall, ils s'assoient autour de la table et ils discutent. Et ils font 2 choses. La première est, ils observent. Ils essayent de comprendre où c'est le problème et comment c'est. Ils créent des bases de données, ils créent des statistiques, ils comparent. Et 2, et seulement après ça, ils font des recommandations. Ce mécanisme est assez intéressant parce qu'il assume une chose cruciale. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On n'a pas tout le savoir nécessaire. Contrairement aux économistes néoclassiques, on ne pense pas que l'information est symétrique. On s'assoit pour découvrir donc. Et après, on fait les recommandations. Ce mécanisme intelligent, il est appliqué à quel pays? Les pays du Fonds Marshall. Terminé l'exercice, 61, on dit, 58 le Fonds Marshall, mais en 61, les pays disent, bon, c'était tellement sympathique qu'on va continuer, hein. On reste ensemble et on crée l'OCDE. Mais qui adhère à l'OCDE? Les pays riches à l'époque. Au point que John Fitzgerald Kennedy, il voit la forme de la table et il dit non, il faut créer aussi un centre de développement, de façon qu'il y a aussi des pays en développement. Et il le crée en 62.
Eh bien, pendant beaucoup d'années, la situation reste la même. Pour avoir le premier pays du Sud qui rentre à l'OCDE, il faut attendre 1994. Ça s'appelle le Mexique. Et il rentre parce que les États-Unis, ils font le NAFTA. Et donc, il veut que ce pays aussi soit inclus. Hein? Entre autres, quand le Mexique rentre à l'OCDE, oui, tu rentres, mais il faut que tu sortes du G77. Les non-alignés. Et le Mexique, il doit sortir du G77. D'accord? Donc, de quoi on est en train de parler? On est en train de parler d'un groupe de pays qui, pendant la décolonisation, parce que ce sont les années de la décolonisation, il ne se modifie pas. Il reste le groupe des pays riches, comme on appelait pendant très longtemps l'OCDE. Entre-temps, les Nations Unies doublent leur membership. Les Nations Unies créent l'UNCTAD, qui est donc au service des pays en développement. L'OCDE, non, ne change pas. Alors, de quoi on est en train de parler là? On a fait des tentatives d'ouverture, entre autres le Centre de développement et tout ça. Mais on est en train de parler d'une métaphore de l'Occident qui nous dit qu'il y a une structure qui prétend définir quels sont les standards pour tout le monde, mais qui s'assoit autour de la table? Seulement l'Occident. Et j'ai un exemple, malheureusement, encore plus fort là-dessus. À l'intérieur de l'OCDE, il y a un comité qui s'occupe d'assistance au développement. En français, on l'appelle le CAD, Comité d'assistance au développement. En anglais, le DAC, Development Assistance Committee. Bon, ce comité, qui est le comité qui définit ce qui est une aide et aussi qui fait les statistiques sur les aides, et il prétend d'en savoir des développements, est un comité, attention, dans lequel, autour de la table, il n'y a même pas un pays en développement, en incluant les pays en développement qui sont membres de l'OCDE. Le Mexique, le Chili, le Costa Rica, la Colombie sont membres de l'OCDE, mais ils ne sont pas membres du DAC. Ils ne sont pas membres du DAC, la Turquie et Israël, qui sont membres de l'OCDE. Donc, quel message on est en train d'envoyer aux pays en développement? Il y a une politique importante, elle est faite pour vous. Quand on fait une politique, on devrait avoir à la définir l'ensemble des acteurs touchés par cette politique, mais vous allez recevoir les résultats de notre réflexion, mais pas y participer. Désolé. Alors, je vais faire un point relativement important, à mon avis, qui se réfère aussi à la discussion de ce matin. On est en train de dire que les règles, ils perdent leur poids, mais souvent ce que j'entends, moi, des pays du Sud, c'est « non, les règles, vous les avez définies, vous, et vous prétendez que c'est l'ordre international. Mais nous, qui nous a interrogés? Dans quelle façon les tables sont ouvertes afin d'éventuellement redéfinir les règles? Donc une question qu'on doit se poser est, il y a nécessairement de la part des pays du Sud une demande à substituer l'hégémonie et le pouvoir coercitif, ou il y a, par l'instant, au moins possible, une demande qu'on peut traduire comme une volonté de participation. Mais c'est évident que quand on parle d'une participation, ça ne peut pas être le rajout marginal de quelques pays sur une table qui est déjà définie, avec les critères déjà définis. Pour rester à ma métaphore, il est arrivé en 2011 à Busan, en Corée, que le CAD a demandé au Brésil, à l'Inde et à la Chine de rentrer dans une chose qu'ils ont appelée la Global Partnership for Effective Development Cooperation, qui était, disons, le DAC. Venez, maintenant, vous aussi, vous êtes donateur. Et quel donateur? On ne peut pas prétendre qu'aujourd'hui, les aides sont données seulement par l'Occident. Paradoxal. On sait tous que la Chine est devenue le premier partenaire économique de l'Asie, en 2010 de l'Afrique. Aujourd'hui, elle est aussi le premier partenaire du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay, du Chili et du Pérou. Donc, on ne peut pas jouer l'omelette sans le prince. Il faut que, je ne dis pas le roi, je dis le prince, il faut que le prince aussi soit autour de la table. Eh bien, cet exercice a failli, parce qu'un mois après, les pays en question, la Chine, l'Inde et
Et le Brésil, ils ont dit, écoutez, vous voulez que nous, on vienne dans votre comité pour être les derniers à la table? Vous avez déjà défini les règles. Qu'est-ce que c'est en aide? Les statistiques de l'aide, et nous, on doit adopter vos standards. Alors, il y a là un problème fondamental. On ne peut plus reproposer une narrative qui est la narrative du curé dominicain qui va dans les missions en Amérique latine à porter le verbe. On ne peut pas proposer d'avoir déjà les standards qu'il faut et les faire appliquer. D'autant plus que, est-ce que ces standards, ils ont marché? Et je vais conclure. Bon, il y a beaucoup de pays qui se sont développés, même de façon extraordinaire, sans suivre les standards occidentaux. L'exemple plus évident dans l'histoire de l'humanité, c'est la Chine. La Chine, c'était la plus importante économie mondiale, n'en a plus été. En 1970, était le 5e pays plus pauvre au monde. 1970, hein? Et s'est développé comme on sait aujourd'hui. Nous, on a toujours pensé qu'ils s'est occupé de développement, qu'une condition indispensable, un prérequis au développement, c'était d'avoir une bureaucratie weberienne. S'il y a un pays qui n'avait pas la bureaucratie weberienne, c'était la Chine. Parce que nous, on avait tué la bureaucratie chinoise avec la guerre de l'opium, et la révolution culturelle a terminé le travail. Il n'y avait pas une bureaucratie. Elle l'a fait simplement autrement. Il y a des autres exemples des pays qui se sont développés. Mais il y a aussi des exemples des pays qui ont suivi les règles et les standards de l'Occident et qui, en vérité, ils ont eu un développement très discutable et la plupart des fois, ils ne l'ont pas eu. La Tunisie, pendant 10 ans, 5% de croissance chaque année. L'élève modèle du Fonds monétaire international explose dans le printemps arabe. La Jamaïque, elle s'est mise sur les genoux en suivant les règles, en partie aussi l'Argentine, et je pourrais continuer avec ces exemples. Mais surtout, il y a un problème d'incohérence de l'Occident. Beaucoup de pays qui, dans leur passé, se sont développés, par exemple, en utilisant des fortes politiques industrielles pour ne pas créer des problèmes diplomatiques. La Corée du Sud, aujourd'hui, il dit aux pays en développement, non, il faut faire free trade, pas de protectionnisme, il faut absolument... En quelque sorte, ils font ce qu'un très important économiste coréen a décrit, ils poussent l'escalier. Ils sont montés sur une échelle et aujourd'hui, ils la poussent. Nous, on l'a fait, mais vous, non. Ils prêchent des choses qu'eux-mêmes n'ont pas suivies. Et aujourd'hui, c'est un petit peu un phénomène général. Regardez à ce qui est en train de se produire avec les transformations digitales et environnementales. Les États-Unis, qui ont toujours fait de la politique industrielle, toujours, et ne l'ont jamais nié en plus, ils sont en train de faire un effort colossal en termes de politiques pour la transition écologique et aussi pour les semi-conducteurs. L'Europe est en train de faire la même chose, pas au même niveau d'investissement et de capacité, mais en train de le faire. La Chine fait sa politique qui a fait déjà depuis plusieurs années. Comment est-ce qu'on peut aller à prétendre une cohérence avec notre passé récent, dans lequel on a promu une idéologie, fondamentalement, qui n'a pas marché, et qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on ne suit plus, mais on ne le dit pas. Comment est-ce qu'on peut prétendre de continuer à être l'exemple de la croissance économique quand la crise du 2008 a créé une flexion remarquable et pendant des années après la crise de 2008, on a continué à répéter « Non, mais la croissance, elle va revenir. Ce n'est pas ces derniers 6 mois, mais les prochains, oui. » Et 6 mois après, on a répété le discours. Ce n'était pas les 6 mois précédents, ça sera les prochaines. Quand vous regardez les prévisions du Fonds monétaire international et après vous les comparez avec les taux réels de croissance, vous voyez qu'il y a une distorsion systématique pour dire qu'on reprendra. On ne reprend pas. Et pour certaines des raisons qui ont été indiquées, aujourd'hui, la croissance plus faible dans le monde est en Europe. Et en Europe. Aux États-Unis, à cause de la migration mexicaine, beaucoup moins. En Amérique latine, les choses ne vont pas très bien. S'il y a des endroits où il y a croissance économique, c'est en Inde, en Afrique, et bien évidemment en Chine, bien qu'il y ait des contestations, mais c'est la réalité. Alors, sur cette base,
est-il possible que nous, on continue à définir à prétendre qu'il y a une hégémonie de notre part sans se remettre les choses en discussion? Je termine avec une blague. Je vous invite tous le 8 octobre à l'UNESCO, à Paris, où on fera la première Albert Hirschman Lecture. Albert Hirschman, c'était un grand penseur, économiste, peut-être un petit peu trop de gauche parce qu'il était antifasciste dans l'Allemagne naziste. Et donc, il n'a pas eu le prix Nobel, mais à mon avis, il le méritait. Et donc, je pensais de faire des Albert Hirschman Lecture à l'UNESCO. La première sera faite par Darren Acemoglu. Le 8 octobre, ne manquez pas. Mais je vous dis ça, à part la publicité, pour raconter une blague qu'Albert Hirschman écrit dans un article qui s'appelait « Obstacle to the Perception of Change », obstacle à la perception du changement. Et il raconte de deux personnes qui se croisent, et un, il dit à l'autre « Ah, Paul, qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps qu'on ne se voit, pas des années, mais tu étais petit, maintenant tu es grand, tu étais blond, maintenant tu es brun, qu'est-ce qui se passe ?» Et l'autre, il lui dit « Excusez-moi, mais moi je ne m'appelle pas Paul. » Et l'autre dit « Ah, tu as changé tellement, même ton nom. » Voilà les obstacles à la perception du changement que souvent nous on a. Merci beaucoup, Mario. Alors, puisque nous avons parlé de démographie, de croissance économique, le pays le plus peuplé du sud global, entre guillemets, c'est l'Inde, au-delà de la Chine maintenant, et donc c'est une raison supplémentaire pour écouter notre ami géographe Jean-Luc Racine. Merci à Georges et à Michel de leur invitation. Comme il vient d'être dit, donc, ils m'ont demandé d'intervenir sur l'Inde, dans le contexte, bien sûr, de la problématique qui vient d'être définie pour ce panel. S'il fallait donner un titre à ma présentation, je dirais l'Inde ambiguë, point d'interrogation, ce que veut dire autonomie stratégique entre Occident et Sud global. Mais avant toute chose, il faut d'abord rappeler l'histoire. L'Inde, c'est le premier des grands pays décolonisés. 15 ans à peu près avant la décolonisation de la plupart des pays africains, un mouvement de décolonisation qui avait commencé finalement dès les années 20 avant de se cristalliser dans les années 40. Et donc, après l'indépendance de 1947, on entre dans une Inde postcoloniale. Et puis en 2008, alors que Manmohan Singh est le Premier ministre du Parti du Congrès, qui a été hégémonique pendant très longtemps, puis qui a perdu un peu de pouvoir et qui là revient pour une décennie 2004-2014, Manmohan Singh fait une visite au Royaume-Uni. Et que dit-il ? Lui qui dit que l'Inde n'est pas encore une grande puissance, mais qu'elle réclame sa juste place dans la communauté des nations, je cite, il dit « Oui, la colonisation britannique nous a spoliés, a eu 1000 défauts, mais elle nous a aussi apporté un certain nombre de choses positives, institutionnelles, etc. » Alors évidemment, les nationalistes hindous crient au scandale, la gauche communiste crie au scandale, mais moi j'appelle ça l'entrée dans le post-colonialisme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les nationalistes hindous au pouvoir depuis 2014, on entend de nouveau un discours qui se prétend anticolonial en disant « Oui, mais bon, la Constitution de 1950-1951, il y a un peu trop de choses britanniques dedans. » Et aujourd'hui, on voit se multiplier un discours très ambigu sur faudrait quand même remettre l'hindi à sa juste place parce que l'anglais comme lingua franca d'un pays tout à fait multilingual, si j'ose dire, c'est pas l'idéal. Donc on instrumentalise aujourd'hui, j'ai le soleil dans l'œil, on instrumentalise aujourd'hui, non, ça ira,
Non. On instrumentalise aujourd'hui l'histoire coloniale à des fins idéologiques pour mettre en avant donc le nationalisme hindou. Ceci étant, un bref rappel sur les principes de la politique étrangère indienne. La tradition congressiste, et le Congrès donc a dominé pendant plusieurs décennies après l'indépendance, c'est bien sûr le non-alignement. Merci beaucoup. Mise en avant par Nehru, la conférence de Bandung qu'on a déjà évoquée en 1955. Dans les années du retour du Congrès au pouvoir, donc 2004-2014, sous Manmohan Singh, là on parle plutôt d'autonomie stratégique. Avec l'arrivée des nationalistes hindous en 2014, eux, ils ont un but, c'est jeter Nehru dans les poubelles de l'histoire. Nehru, c'est un type beaucoup trop occidentalisé, on ne se reconnaît pas vraiment. Alors, ils ont mis en avant un concept qu'ils n'ont pas inventé, mais qui n'avait pas connu de succès, qui est celui de multi-alignement. Moi, je récuse complètement ce concept. Pour moi, multi-alignement, c'est ce qu'on appelle un oxymore. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Si on est multi-aligné, par définition, on n'est pas aligné. Donc comment peut-on être multi-aligné? C'est un terme qu'on entend moins d'ailleurs depuis quelque temps, mais qui permettait au gouvernement de Narendra Modi de ne pas utiliser le concept de autonomie stratégique parce qu'il avait été mis en avant par le parti du Congrès. Mais pourtant, ces biens d'autonomie stratégique dont il s'agit, c'est de facto théorisé, y compris par le ministre indien des Affaires étrangères, qui a publié 1 ou 2 livres sur la question. Il s'agit, en fait, pour le dire crûment, de jouer sur tous les tableaux. On est à la fois membre du Quad, le dialogue quadrilatéral de sécurité Inde, Australie, Japon, États-Unis, qui en théorie n'est pas censé être une instance anti-chinoise, mais évidemment dont le but majeur est de contrarier la montée en puissance de la Chine. Et en même temps, pour l'Inde, la question centrale, c'est bien le rapport à la Chine. Un voisin encombrant, avec un contentieux frontalier qui n'est pas réglé, qui a mené à des incidents sanglants encore en 2020, la Chine, c'est entre 4 et 5 fois le PNB indien. Ce sont des activités dans les pays voisins de l'Inde et dans l'océan Indien. C'est un appui majeur au Pakistan, donc c'est un vrai problème. Ce rappel étant fait, un mot sur Occident et Sud global dans le discours indien. Le Sud global, ce n'est pas un concept qu'utilise uniquement la Chine, c'est un concept tout à fait utilisé par l'Inde et qui a été d'ailleurs mis en lumière quand l'Inde a présidé le G20 en 2023. Ce qui est intéressant justement, c'est que cette présidence indienne en 2023 du G20 a permis un flot de discours d'un gouvernement qui passe son temps matin, midi et soir à faire des discours. Ça lui a permis d'être réélu une 3e fois d'ailleurs, plus mal que prévu, mais donc il y a une rhétorique permanente qu'on peut appeler propagande si on veut dire les choses comme elles sont. Dans ce discours, l'Inde, c'est le gourou du monde, parce que la vieille sagesse de la civilisation indienne apporte beaucoup de choses, y compris d'ailleurs sur le rapport entre l'homme et la nature. On a entendu Modi publier une publication dans ce sens lors de la COP 21 à Paris, pour dire que les Indiens, eux, de tout temps, entre l'humain, la nature et le cosmos, c'est naturel chez eux. Donc on retrouve, évidemment de façon intéressante, et pour des raisons, j'allais quasiment dire légitimes, un point commun avec la Chine. C'est qu'on est là face à une des grandes civilisations de l'histoire qui a duré pendant des millénaires avant de passer sous le joug du colonialisme, mais de prétendre à un revivalisme aujourd'hui. L'Inde, c'est l'ami du monde. Celle qui, par exemple, a distribué des vaccins anti-Covid aux pays du Sud, alors que l'Occident les gardait plutôt pour lui. L'Inde, c'est, je cite, la mère des démocraties.
Alors on oublie complètement le système de caste. Mais on nous dit, oui, mais dans l'Antiquité, il y avait des comités à la base, donc la démocratie est chez nous depuis toujours. Elle se donne donc en exemple pour le développement et pour le climat face aux pays du Sud. Mais elle oublie de dire que le charbon, c'est toujours 55-57% du mix énergétique. En 2018, au dialogue de Shangri-La, donc très important forum international, Modi se prononce pour un ordre international basé sur des règles. Souveraineté, intégrité territoriale, égalité de toutes les nations. C'est exactement les discours des ambassadeurs indiens successifs à l'ONU quand l'Inde s'est toujours abstenue sur la question de la Russie et de l'Ukraine. On a un discours, nous sommes pour la souveraineté, nous sommes pour l'intégrité territoriale, mais n'ajoutons pas du désordre au désordre et donc on s'abstient. Je reviendrai sur cette question brièvement si j'ai le temps. Et bien sûr, elle met en avant, de façon à mon sens tout à fait légitime, le manque de représentativité du Conseil de sécurité des Nations Unies, et elle fait partie de ce qu'on a appelé le groupe des 4, Inde, Allemagne, Japon, Brésil, qui demandent à faire partie des membres permanents en laissant la question est-ce que les nouveaux membres permanents seraient éventuellement dépositaires du droit de veto ou pas. Or, le système onusien tel qu'il est, et même s'il y a un certain nombre de secrétaires généraux des Nations Unies, et si la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, on dit à l'Inde, oui, mais bien sûr, vous avez raison, la Chine, elle, ne dit rien et n'a envie de voir entrer au Conseil de sécurité ni l'Inde ni le Japon. Donc le système est de facto bloqué. Dans l'organisation du G20, c'est intéressant de voir que l'Inde a pris des initiatives en dehors du G20 lui-même, mais avec les membres du G20, pour établir ce qui s'est appelé le Forum de la Voix du Sud global, avec 2 rencontres en ligne entre Modi et 80, 100 chefs d'État ou de gouvernement. Ça s'est poursuivi après la présidence indienne du G20, le mois dernier, en août 2024, avec plus de 120 pays représentés. Et pendant la présidence du G20, Modi a mis en scène, c'est un bon metteur en scène, l'entrée de l'Union africaine au G20. Vous savez que d'habitude, quand on décide de faire entrer un nouveau membre dans une organisation, on vote pour et le nouveau membre arrive l'année d'après. Là, tout était pris. Le président de l'Union africaine était là. On l'a invité à la tribune, bravo, bravo, et donc l'Inde s'est donné le beau rôle dans cette intégration de l'Union africaine au G20. Dans la déclaration finale du G20, quels sont les points clés? De façon intéressante, il y a eu un accord pour mettre en avant un propos cher à Narendra Modi, généraliser les modes de vie pour le développement durable. C'est ce que je disais, nous, on sait combiner notre mode de vie avec le respect de l'environnement, de la nature, du cosmos et de tout ce qu'on veut. Ça a été présenté comme un mouvement mondial mené par l'Inde pour encourager individus et collectivités à agir pour protéger et présenter l'environnement, et ça a été intégré tel quel dans le compte-rendu du G20. Et en même temps, bien sûr, l'Inde met en avant la non-promesse tenue des pays riches de fournir des milliers de milliards de dollars pour les pays en développement pour atteindre 0 émission en 2050. Et elle rappelle le pacte de Glasgow, doubler l'engagement financier de ces pays développés. De façon intéressante, dans le compte-rendu du G20, le concept de Sud global n'apparaît pas d'ailleurs. Mais donc, il s'agit bien de revitaliser le multilatéralisme à côté de la réforme nécessaire du Conseil de sécurité. On veut réformer le FMI, la Banque mondiale, etc., quitte d'ailleurs à ce qu'un certain nombre de pays en liaison avec la Chine créent de nouvelles instances, y compris en matière bancaire, avec des succès, on va dire, incertains.
Aujourd'hui, très récemment, Modi met en avant pour le Sud global le concept de Development Compact, en bon français, présenté le mois dernier au 3e sommet, pour, je cite, un Sud global dynamisé pour un avenir durable. Quel est maintenant le discours indien sur l'Occident? C'est plus compliqué que ce qu'on pense, et donc est-ce que c'est vraiment la grande rupture qui est mise en avant dans le titre du panel, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Vis-à-vis des États-Unis, je parlerai de l'Europe après, il y a des tensions, entre autres sur les propos américains qui soient officiels ou parfois gouvernementaux ou venus du Congrès, au nom sur la dérive illibérale du gouvernement Modi. On retombe là sur la discussion entre la démocratie formelle, les élections ont lieu et elles sont à peu près satisfaisantes dans leur fonctionnement, mais l'illibéralisme s'accroît. Sur l'Ukraine, je l'ai dit, l'Inde s'abstient à l'ONU. Elle achète du pétrole russe, brut, qu'elle revend d'ailleurs à l'Europe, raffiné. Pas de sanctions US là-dessus. Biden n'était pas très content, mais le département d'État et le Pentagone lui ont dit « Attention, attention, contre la Chine, il vaut mieux ne pas trop se fâcher avec l'Inde. » Il y a une asymétrie évidemment structurelle entre l'Inde et la Chine, mais... Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des accords de défense entre les États-Unis et l'Inde, outre certaines fournitures d'armement, même si le numéro 1 reste la Russie en baisse et le numéro 2 la France, les États-Unis en position 3, mais au-delà des livraisons d'armement relativement modestes pour les États-Unis, il y a 4 ou 5 accords qui permettent des coordinations, entre autres lors des manœuvres navales ou terrestres. C'est un point qu'on oublie souvent dans des manœuvres conjointes. Il y a la puissante diaspora indienne aux États-Unis. Il faut se rappeler que Modi avait triomphalement accueilli Donald Trump en Inde en 2020. Donc sur l'Ukraine, encore une fois, discours complètement ambigu. Sur la Palestine, en revanche, alors là, il y a un discours indien complètement différent de celui du Sud global. Elle s'abstient aussi, mais plutôt en soutenant Israël. L'Inde vend des armements relativement modestes, mais vend des armements à Israël et autorise un certain nombre de ses citoyens à aller chercher du travail en Israël pour remplacer les Palestiniens qui ne peuvent plus venir. Pourquoi? Parce que l'Inde a besoin d'Israël pour un certain nombre de questions de défense stratégique. Donc, d'une certaine façon, il y a une ambiguïté entre vouloir être membre du Conseil de sécurité et mener une politique, quand on vote à l'Assemblée générale des Nations unies ou quand l'Inde a été membre non permanent du Conseil de sécurité, de s'abstenir sur des questions essentielles. Sur l'Europe, on a un discours qui est capable de critiquer l'Europe sur une formule qui a été réutilisée plusieurs fois par le ministre des Affaires étrangères, en faisant référence, sans le dire, à l'Ukraine. La formule, c'est « l'Inde doit changer son état d'esprit qui consiste à penser que les problèmes de l'Europe sont les problèmes du monde, mais qu'il ne voit pas que les problèmes du monde sont les problèmes de l'Europe. » Bon, quand on a entendu ça, on n'a pas compris grand-chose, parce qu'en même temps, l'Inde cultive les pays européens, même si elle n'arrive pas à signer un traité commercial avec l'Union européenne. Mais quand on prend le grand dialogue géopolitique indien annuel qui s'appelle Resina Dialogue, on a vu Ursula von der Leyen faire le discours d'ouverture en 2022, Madame Meloni être l'hôte d'honneur en 2023, et votre Premier ministre grec en 2024. On a vu évidemment Macron inviter Modi au 14 juillet et Modi inviter Macron 6 mois plus tard pour la fête de la République indienne. Donc on cultive l'Europe tout en la critiquant.
tout en souhaitant construire un corridor d'Europe via le Moyen-Orient. C'est la dernière idée sortie lors des années du G20, à ceci près que ce corridor est censé passer par Haïfa, et en ce moment, Haïfa... bon, donc, mon dernier point, c'est évidemment, dans ce contexte, on se veut un porte-parole majeur du Sud global. En même temps, on a une position ambiguë vis-à-vis de l'Occident. Le vrai problème, c'est gérer la Chine qui, elle, prétend au leadership du Sud global. Alors, je rejoins tes remarques sur le Sud global, ça veut dire quoi? Est-ce que la Russie, pays arctique, fait partie du Sud global? Bon. Mais en fait, la question n'est pas là. Effectivement, le jeu des représentations est plus important que la réalité des choses, parce que les représentations sont des réalités géopolitiques. Donc il y a des moyens asymétriques entre l'Inde et la Chine. Tu as évoqué le dernier forum Chine-Afrique, le 5 septembre, où la Chine a annoncé 50 milliards de dollars de crédit et d'investissement. L'Inde ne peut pas suivre. Mais en même temps... Pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Mais en même temps, l'Inde conduit des opérations d'assistance humanitaire plus modestes mais multiples. En Asie, après les typhons, Laos, Vietnam, Birmanie, comme en Afrique. Des médicaments pour le Tchad, 1000 tonnes de riz pour le Malawi, 1300 tonnes de maïs pour la Zambie après des sécheresses. Donc elle est présente elle aussi. En même temps, regardez ce qui s'est passé en 2023 avec tout à coup l'élargissement inattendu des BRICS. BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et puis voilà que de nouveaux membres sont invités. On en sélectionne quelques-uns alors qu'il y a énormément de candidats. Mais qui est derrière ça? C'est Pékin avec l'appui de Moscou. Delhi et Brasilia ne sont pas très chauds, mais finissent par dire oui, 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 parce qu'ils ne peuvent pas dire non. Donc là encore, je veux dire, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi dans les pays des BRICS, on trouve par exemple l'Éthiopie. J'ai rien contre l'Éthiopie, mais on voit bien que c'est l'influence chinoise sur l'Éthiopie qui a permis de faire entrer dans le premier contingent un pays comme l'Éthiopie, à côté de l'Arabie saoudite, de l'Égypte ou des Émirats arabes unis. Alors que le mouvement des non-alignés est en déclin, les BRICS+, avec d'autres pays candidats, pourraient donc prendre un nouveau poids. Mais c'est précisément... Et c'est là la subtilité de la chose, c'est précisément la montée en puissance de la Chine qui, d'un côté, gêne l'Inde, mais qui, de l'autre côté, lui donne des marges de manœuvre dans ses relations avec l'Occident. Parce qu'elle est un acteur incontournable, même si l'Inde n'est pas encore une grande puissance. Bon, tu l'as rappelé, elle est devenue le premier pays par sa population, elle est la 5e puissance économique du monde, elle sera la 3e avant 2030 parce qu'elle est en train de se rapprocher et son rythme de croissance n'a rien à voir ni avec celui du Japon ni avec celui de l'Allemagne. Mais encore une fois, l'Inde, 5e pays par le PNB, 134e par l'indice de développement humain. Donc là, il y a un retard avec la Chine qui est quand même significatif. Mais donc, c'est précisément la montée en puissance de la Chine qui offre des marges de manœuvre à l'Inde, en particulier vis-à-vis de Washington, comme contrepoids à la Chine, fut-il asymétrique. Conclusion, réel politique d'abord. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je crois que c'était là tout à fait nécessaire, comme ce matin, d'avoir presque une étude de cas pour ce grand pays qui, comme la Chine, pays du Sud global, qui sont tous dans l'hémisphère nord. Est-ce qu'il y a des... Bon, le temps passe, mais je pense qu'avec l'accord de Kostitellanos, on peut déborder un tout petit peu. On pourra restreindre notre propre temps de parole. Hein. Mais je voudrais aussi ajouter, je me permets de le faire maintenant,
En vous répondant, je me suis aperçu après la fin de mon discours que j'ai oublié de mentionner quelque chose qui touche tout à fait à ce que vous dites. Une dimension additionnelle de problème que je viens de vous présenter, c'est la grande augmentation des inégalités économiques entre l'Occident et le Sud global. Ça s'est augmenté pendant les dernières 4 décennies et ça se pose maintenant un problème très aigu. Je n'ai pas le temps de le développer, mais il faudrait ajouter aux axes que je vous ai présentés sur cela. En ce qui concerne la grande rupture, les dangers qui existent en ce qui concerne la grande rupture, spécialement sur la question de la relation du Sud, sur les inégalités et les grands clivages économiques, sont énormément pertinents à ce que nous discutons. Je sais que mon ami d'enfance presque, Kostis Elianos, attend, donc je ne veux pas développer ça plus longtemps. Ça va. Je peux faire une précision. Oui. Juste une précision là-dessus. Les inégalités sont énormément augmentées à l'intérieur des pays. Entre les pays, les inégalités se sont réduites. Je vous donne une donnée seulement. Dans les années 90, 13 pays ont eu un taux de croissance plus que le double que le taux de croissance des pays OCDE. Entre 2000 et 2010, les pays qui ont eu un taux de croissance plus que le double de l'OCDE sont été 83. Quand vous regardez la map, c'est un changement épocal. Nous, on l'avait appelé « shifting wealth ». C'est vrai que récemment, les inégalités entre les pays, ils sont recommencés à augmenter, mais seulement récemment. Donc, si je dis ça, c'est pour renforcer des choses qui ont été dites autour de cette table, et en particulier le fait que ce grand mouvement est dû fondamentalement à une locomotive mondiale qui s'appelle la Chine. Mais ce n'est pas que la Chine. De façon beaucoup moins importante, ça a contribué à ça l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, d'autres pays. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'image du monde n'est plus l'image du monde dans lequel il y a un Occident qui guide et le reste est abandonné. Il y a multipolarité. Il y a multipolarité. Et donc, il y a des pays qui, effectivement, ils s'en sortent beaucoup moins bien, mais il y a des pays qui ne sont pas les pays occidentaux qui se développent. Voilà. Bon, nous sommes malheureusement obligés de respecter l'horaire, mais je crois qu'il y a dans tous ces propos, comment dire, des éléments, un peu comme comme un tableau de bord avec des clignotants, et on va suivre avec plus attention des déclarations indiennes ou chinoises, les élections américaines du 5 novembre prochain, la candidature de nos amis turcs au BRIC, car quand tu parlais de Modi qui joue sur tous les tableaux, j'ai l'impression que c'est vrai aussi pas loin d'ici, etc., etc. Mais on repart de cette séance avec vraiment un tableau d'indicateurs, et c'est aussi le but de ce dialogue. Je propose tout de suite à Kostis Elianos de me rejoindre pour un petit exercice qui n'est pas habituel dans les rencontres, qui est un exercice, en français on dirait chez les militaires, n'est-ce pas, cher Pascal, de rétex, retour d'expérience, dialogue franco-hellénique, il y a 25 ans à Thessalonique. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Oui,